Ça fait 30 ans que Gaston Defferre et François Mitterrand ont initié la première grande loi de décentralisation, après que le général de Gaulle ait buté sur son projet de régionalisation en 1969, ce qui a coûté quand même sa place au sommet de l'État, et en même temps une réforme du Sénat aussi, qui avait eu quelques mal à passer. Et a bouleversé le paysage de l'ordonnancement des pouvoirs et des prises de responsabilité au plus près des territoires, c'était effectivement une véritable révolution. Donner du pouvoir, de la responsabilité au territoire, c'était quelque chose qui n'allait pas de soi dans la France jacobine, et qui d'ailleurs, cette loi, il faudrait relire le journal officiel de la République de l'époque, et les plus ardents défenseurs de la décentralisation aujourd'hui, certains qui sont redevenus l'opposition il y a quelques mois, étaient pas du tout les chantres de cette décentralisation, qui considéraient que c'était la casse de l'État français, de la République, et qu'on allait avoir une vingtaine de duchés, autant de comtés, et que la République, à terme, allait s'affaisser et s'affaiblir. Donc ça avait été un débat très dur. Maintenant, la régionalisation et la décentralisation est rentrée dans les mœurs. En 80-82, ça avait été parmi les débats les plus difficiles de la première partie du septennat du président François Mitterrand. Et aujourd'hui, on peut en faire un bilan. Ça fait 30 ans, ça fait plus d'une génération que la décentralisation est effective dans ce vieux pays jacobin. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Succès, échec. Il y a des zones d'ombre dans la décentralisation. Le fait que, effectivement, ça a été plus le pouvoir des élus que des citoyens. La démocratie représentative n'est pas toujours la démocratie participative. Mais est-ce que, globalement, le jeu en valait la chandelle? Moi, je considère que oui. Quand je me souviens de l'état de nos lycées et de nos collèges, lorsque la tutelle tatillonne de l'État s'exerçait. Ils étaient dans un état de décrépitude lamentable. Aujourd'hui, regardons. Les collèges, le département du Var n'est pas géré par des gens qui ont ma sensibilité politique. L'état des collèges n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les collèges en 80-82. Il y a de partout des collèges. L'état de nos lycées, des lycées de haute technologie, avec des gestes architecturaux puissants, avec de la restauration scolaire adaptée, avec des équipements pour les enfants, pour les jeunes gens et pour les enseignants qui n'ont rien à voir avec les lycées d'il y a 30 ans. Et regardez, là où l'État n'a pas lâché la main, dans le monde universitaire, regardez l'état de notre université française. L'état des bâtiments, je ne parle pas des enseignements, on a un bon enseignement dans le supérieur, mais l'état de nos bâtiments. Regardez, ça fait 30 ans qu'on désamiante Jussieu. Regardez l'état de la faculté des sciences humaines d'Aix-en-Provence. Ceux qui l'ont quitté il y a 30 ans, je ne sais même pas si entre-temps ils ont déjà nettoyé les rideaux. Donc, et c'est la difficulté aujourd'hui de ce que l'État a eu à gérer, et que peut-être nous aurons à le faire. La décentralisation a marqué un point positif dans les politiques publiques, dans la proximité de la prise de décision. Je parlais de la tutelle tatillonne exercée par les préfets en amont, auparavant, de la moindre décision des élus locaux. Le budget était étudié avant par le préfet et pas après. Et si le préfet n'était pas d'accord avec le budget présenté par le maire ou le conseil général, eh bien, il pouvait s'y opposer. Tout ça, c'est terminé. La responsabilité pleine et entière des collectivités locales est maintenant une réalité quotidienne, et c'est bien, puisque c'est le suffrage universel, en fin de course, qui dit si les citoyens sont d'accord avec les nouvelles responsabilités exercées par les élus. Je pense que l'éloignement qui était celui de l'État, et qu'il est toujours dans certaines politiques, n'est pas le bon degré pour la prise de décision, et qu'il y a beaucoup d'irresponsabilités qui transpirait de cet élément. Irresponsabilité de l'État, qui imposait plutôt que discuter, irresponsabilité de certains élus qui disaient c'est la faute à l'État. Alors, la décentralisation n'a pas dépouillé l'État de ses prérogatives, il a, avec les contrats de plan, défini des partenaires locaux et des projets. Et donc, on est dans une relation maintenant de partenariat entre les collectivités locales et l'État, et c'est vrai que les dernières années, il y a eu tendance à revenir sur une centralisation qui avait tendance à s'affaiblir. Les dernières années, notamment les 5 ans du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ont été 5 ans assez dévastateurs pour la politique de proximité et la politique des collectivités locales. On a retrouvé un État centralisateur, des préfets qui se comportaient comme des gouverneurs de province et qui avaient de plus en plus de mal à dialoguer avec les collectivités. Mais il y avait quelque chose qui a changé, c'est que l'État n'avait plus d'argent
et que donc il voulait imposer des politiques auxquelles lui-même avait de plus en plus de mal à participer. Et donc le fait de l'affaiblissement de la paupérisation de l'État, qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour les politiques publiques, redonnait quand même du pouvoir de la légitimité aux élus locaux. Et je pense qu'à la tutelle, on a substitué le partenariat et le dialogue, et qu'il faut encore approfondir le partenariat et le dialogue. Alors nous savons que tout n'est pas parfait. Il y a des tentatives de recentralisation. Il y a aussi, il peut y avoir de la part de certains élus, notamment de certains grands élus, la volonté de se comporter comme des barons dans leur baronnie, et qu'en ne négociant avec personne, plus du tout avec le représentant de l'État, qu'on écarte. Souvent, quand c'est un affidé du pouvoir qui est à la tête de la baronnie, c'est plus facile d'écarter le préfet. Il y a eu quelques préfets qui ont eu dans le Var, notamment, quelques séjours très express, hein, notamment un il y a peu de temps. Et puis, la volonté d'écarter le citoyen de la prise de décision au nom du fait qu'on gouverne et qu'on rend des comptes à la fin du mandat. C'est aussi une pratique que la décentralisation a pu renforcer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans un nouvel acte de la décentralisation qui associe bien sûr les élus, qui in fine auront la prise de la responsabilité, mais aussi le citoyen. Parce que c'est le citoyen qui est arrivé d'abord qui vote, et puis celui qui paie les impôts, qui permet de faire ce que les politiques publiques doivent mettre en place. Donc je crois qu'on est maintenant à un moment charnière qui arrive au bon moment. La crise va nous obliger à faire preuve d'imagination. L'argent public va être rare pendant un certain nombre d'années, mais en même temps, l'imagination et le choix politique peuvent être renforcés sur les politiques adossées aux besoins des citoyens. On connaît les besoins de nos concitoyens. Quand on est élu local, on les connaît parfaitement. Le logement, c'est la priorité des priorités avec l'emploi. Et donc, mettre le paquet dans les politiques publiques sur le logement, l'emploi, les transports, la formation. Si on arrivait à faire ça bien, déjà, on aurait bien travaillé. Et donc, être très vigilant qu'il y ait le moins possible d'éparpillement d'argent public, d'abord parce qu'il est rare, qu'il ne faut pas le gaspiller, et puis parce que les citoyens ne l'acceptent plus. Le citoyen acceptera de moins en moins la gabegie, ou ce qu'il considère comme la gabegie, la dépense infructueuse. Le citoyen devient professionnel de l'acuité à l'action publique. Il y a aujourd'hui des retraités très compétents qui peuvent participer aux réunions, aux comptes rendus de mandat et qui, quand ils ne sont pas satisfaits de l'action des élus, ils savent se faire entendre beaucoup plus que quand on exerçait nos responsabilités il y a une génération de cela. On rentre dans une nouvelle phase de la démocratie citoyenne et on sait qu'on a besoin de rentrer dans cette nouvelle phase. Donc il faut qu'un nouveau processus s'engage à partir de cette loi. Puisque nous sommes dans un moment de crise économique, mais dans un moment de profonde mutation des mœurs, des technologies, des pratiques politiques, des pratiques culturelles. Et donc, l'élu ne peut plus s'adresser aux citoyens, de manière seulement verticale. Il faut qu'en permanence, il y ait la relation et l'écoute. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir dans cette loi dite phase 3 de la décentralisation. D'abord, il faut que l'État garde son rôle de stratège. Il ne faut pas dépouiller l'État de toutes ses prérogatives. Il ne faut pas faire, comme le disait Joël tout à l'heure, des régions, des 22 régions, 22 mini-États à l'échelle du territoire, et qui remplacent l'État centralisateur par la région centralisatrice. Donc il faut que l'État garde son rôle de stratège, définit des grandes politiques publiques en matière d'aménagement, en matière d'éducation, en matière d'économie, en matière de transport, pour la relation entre les territoires. Mais il faut qu'il le fasse de plus en plus appuyé sur d'autres en leur donnant les moyens, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Tout à l'heure, Elsa vous parlait du budget. En matière de transport, nous finançons 300 millions d'euros par an pour les transports régionaux sur ce territoire et nous ne sommes pas satisfaits de l'opérateur public qui s'appelle la SNCF. Le service public des transports en région n'est pas assuré de manière très performante. Malgré les efforts que nous faisons, 3 milliards d'euros en 10 ans, c'est considérable. Et pour autant, des trains supprimés, des trains qui ne sont pas à l'heure, des gares pas toujours entretenues, et ainsi que des trains.